hein, Tristan, quand vous êtes parti en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous pouvez me dire à quelle époque ça se situait et dans quelle disposition d'esprit vous étiez en partant? Ça s'est passé, la décision a été prise jusqu'après le 5 mai 1988, c'est-à-dire juste après l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Et la disposition d'esprit, c'était surtout de la répulsion par rapport à ce que le gouvernement français, donc la France, venait de faire en Kanaki. Et cette répulsion m'a amenée sur les rivages de Kanaki parce que je voulais voir, vivre, sentir la tension qui est nécessaire à un mouvement de libération comme celui-ci pour aboutir à son objectif, à l'indépendance. Alors vous veniez de publier un autre livre qui s'appelle « Au front ». De quoi s'agit-il dans ce livre? Dans le livre du Front National, c'est une enquête qui essaie de montrer sur quel terreau pousse ce courant d'extrême droite en France. Et l'enquête avait été bouclée en 1987, cette enquête sur le Front National. Et pour moi, il était très clair et très évident que le phénomène allait durer et peser très fort sur la politique de la France. Et malheureusement, le 5 mai 1988, il y en a eu la preuve. Je rappelle, c'était juste 3 jours avant le second tour des présidentielles. Au premier tour, le mouvement de Le Pen avait fait 14% des voix. Il y a eu une espèce de course aux voix de Le Pen avec des coups de force, comme celui d'Ouvéa, pour récupérer cet électorat. Et si vous voulez, la combinaison de ces deux choses, à savoir le poids de l'extrême droite en France et cette traduction politique parmi d'autres, hein, c'est-à-dire le coup d'assaut à Ouvéa, l'affirmation de la France sur ce territoire lointain, c'était trop fort, quoi. J'ai voulu quitter le pays. Si vous voulez. Et alors en vivant justement avec des militants du Front National pendant une certaine période, vous avez ressenti qu'ils avaient une influence sur l'opinion publique française? Ah, très fortement. Enfin, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, si vous voulez. Quand en France il y a un courant qui pèse 15%, enfin qui pèse ce poids-là, forcément il y a diffusion d'idées. Si vous voulez, des choses qui ne se disaient pas il y a quelques années se disent. Enfin, il y a quelques années, l'espace était dominé par une gauche et une extrême gauche assez forte. On parlait de libération des mœurs. Bon, le débat était centré sur d'autres choses. Avec un courant d'extrême droite, le débat est forcément centré sur des thèmes plus nationalistes. Enfin, je crois qu'on en a malheureusement l'évidence aujourd'hui. Regardez, il n'est plus question, par exemple, de parler de libre circulation des hommes à travers les frontières. Aujourd'hui, tout le monde dit l'immigration, c'est-à-dire la liberté des hommes à circuler, doit être restreinte. Pourquoi? Parce que le débat est beaucoup plus orienté, les besoins de l'opinion, les désirs de l'opinion sont plus centrés sur des thèmes nationalistes, fermeture des frontières, repli sur soi, etc. Donc il me semble que c'est lié, on ne sort pas indemne. Alors justement, après l'assaut de la grotte d'Ouvéa, qui a quand même terni l'honneur de l'armée, s'il pouvait encore l'être, on pense que des éléments d'extrême droite faisaient partie des gens qui étaient dans les troupes d'assaut. Est-ce que vous avez eu des informations à ce sujet? Non, pas précisément. Et puis, de toute façon, des éléments d'extrême droite dans une armée qui obéirait à une autre politique, ça ne compte pas. Je crois que c'est plutôt le contexte politique d'ensemble qui pèse. Et en l'occurrence, il me semble que le contexte de cet avant-présidentiel en 1988 et de ce qui s'était passé au premier tour portait plus et comptait plus. Enfin, il faut se souvenir de ce qu'a été Ouvéa durant ce mois de mai 88. Enfin, c'est une toute petite île qui a connu une concentration militaire comme jamais les gens de cette île n'avaient vu auparavant. Enfin, ça a été une invasion de militaires. Enfin, les paroisses, le presbytère complètement réquisitionné, devenu QG. Puis il faut voir cette petite église d'Ouvéa. Enfin, c'est tout petit, c'est pacifique, si je puis dire. Enfin, vous imaginez le choc, quoi, le bouleversement que ça a pu être. Alors justement, avant de partir en Nouvelle-Calédonie, quelle idée vous vous faisiez de ce pays? Vous savez, je ne suis pas partie en Nouvelle-Calédonie. Enfin, avant de partir, il était assez clair que je partais pour Kanaki.
c'est-à-dire à la rencontre et des Kanaks et de ceux qui portent la revendication d'indépendance. Je me disais, Kanaki existe dans les têtes, dans les cœurs, comme un désir, donc c'est ça que je veux voir, c'est cette existence-là. Donc c'est pas du tout un livre, c'est pas un livre partial, enfin, je veux dire, je partez pas avec l'a priori que les Kanaks c'est bien et qu'il y a que les Kanaks sur la terre qui sont bien, c'est pas ça du tout. Mais il n'était pas question pour moi d'aller un petit peu du côté des Kanaks et un petit peu du côté des Blancs qui se trouvent sur place, enfin, qu'ils soient caldoches ou fonctionnaires. C'était vers Kanaki, vers cette idée qui est plus qu'une idée, qui est un désir, une aspiration, une volonté qui se traduit manifestement. Et puis une existence aussi, enfin celle-là, l'existence de Kanaki, si vous voulez, d'une culture différente, d'une organisation de la société complètement différente. Alors là pour le coup, je crois l'avoir rencontré. Alors justement, partir pour Kanaki, pour une Française qui a quand même un lourd passé colonial à cause de ses ancêtres, dans quelle disposition d'esprit on est à ce moment-là quand on va à la rencontre des Kanaks? Je crois qu'il faut le dire, d'abord, on n'est pas très à l'aise. On n'est pas très à l'aise et je crois qu'en plus, on sous-estime toujours le fait qu'on vient d'un pays colonial. Enfin, si vous voulez, bon, il est facile, par exemple, quand on n'a pas connu la guerre d'Algérie, de penser qu'on aurait été sans aucun conteste pour la libération de l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Donc moi je partais dans cette disposition-là d'esprit, je me disais de toute façon, moi je suis pour l'autodétermination des peuples, où que ce soit. Ça c'est une chose de le penser, mais les autres, enfin les Kanaks qui nous acceptent ne sont pas forcés de nous croire. Enfin, c'est un contexte de guerre, même s'il n'y a pas toujours des actes de guerre, mais enfin il y a un conflit, il y a une tension. Donc quand on arrive là-bas, on est blanc d'abord, on est une Française et j'avais sous-estimé cet aspect-là des choses, enfin. Ma bonne volonté, entre guillemets, hein, bien sûr, se lit pas du tout sur le visage. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que on a des habitudes, enfin, on a une façon de penser très, très occidentale, même si on y fait attention, même si on essaie toujours de confronter les différents points de vue qui viennent de toutes les parts de la planète, malgré tout, on est poussé à penser d'une certaine façon et surtout à agir d'une certaine façon. Et ce qu'il y a de terrible, c'est la rencontre avec l'autre et les blessures que l'on peut infliger à l'autre simplement par des habitudes de comportement. Enfin, c'est tout simple, hein, je ne parle pas de choses très, très abstraites, c'est la façon de parler très fort, le respect des autres qui ne se traduit pas de la même façon. Ce sont des choses comme ça qui peuvent blesser. Alors ce qui vous a surpris justement quand vous êtes un peu immergé dans ce monde kanak, avec des femmes, avec des jeunes, avec des hommes aussi. Vous parlez beaucoup des rires des femmes. Est-ce que justement il y avait ce côté humour? Comment vous l'avez interprété, ces rires? C'est une façon de vivre? De toute façon, les gens que j'ai rencontrés avaient tous un humour, énormément d'humour. Énormément d'humour. C'est une façon aussi de se moquer du blanc qui comprend rien et c'est assez légitime. Et puis d'abord, c'est naturel, j'allais dire, c'est un peu bête de dire ça, mais bon, c'est une façon de vivre et puis c'est aussi un moyen de défense. Enfin, par exemple, beaucoup de gens que j'ai rencontrés disaient, voilà, quand les vieux ont rencontré les Blancs, alors les Blancs leur ont demandé leur nom, alors eux, ils ont répondu n'importe quoi. Bon, ils ont dit qu'ils s'appelaient Montagne ou Cochon, etc. Bon, rien que pour se défendre. Enfin, marquer une frontière d'ailleurs qui était une frontière pour eux, parce que le blanc lui a noté dans ses cahiers d'administration qu'un tel s'appelait Montagne ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, c'est un humour qui n'est pas simplement un humour comme ça, c'est un humour moyen de relation, défense, arme aussi. Quand vous arrivez chez les Kanaks, est-ce que vous devez tout de suite vous situer par rapport, par exemple, aux Caldoches? Non. Non, pas du tout. Enfin, les gens que j'ai rencontrés ne m'ont pas du tout demandé cette chose-là. D'abord, la proposition que je faisais, enfin la demande plus exactement que je faisais, à savoir vivre en tribu, a été discutée. Une fois que les gens et de Kanala et d'Ouvert ont accepté, il n'y a pas eu
il n'y a pas eu trop de pression. La seule pression, elle échappe complètement à un œil d'occidental quand on part, quand on quitte la France. Mais il faut se rendre compte que les mots ont un poids et qu'il ne faut pas, non pas raconter n'importe quoi, enfin, qu'il faut, dans le récit qui est fait des choses, il faut savoir que les mots ont un poids. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les Kanaks du FLNKS sont actuellement dans un processus de lutte dont l'issue n'est pas encore pour eux certaine. C'est-à-dire que cette lutte, ça s'est vu toutes ces dernières années, elle se traduit aussi par un enjeu qui est un enjeu de vie ou de mort. On peut mourir quand on va se battant pour Kanaki. Enfin, Éloi Machoro, Alphonse Dianou et tant d'autres l'ont montré, quoi. Donc il faut... Le seul rappel, c'était un peu de respect, quoi. Enfin, fais attention à ce que l'on dit et fais attention à comment tu le diras. C'est tout, parce que les mots existent, mais ils peuvent avoir plusieurs sens et il faut savoir les mettre ensemble pour que ce qui se passe en Kanaki passe vraiment. Enfin, je m'explique pas très bien, mais... Est-ce que vous avez l'impression justement d'être observé par les Kanaks pendant tout votre séjour? Est-ce qu'on vous observait? Est-ce qu'on faisait attention à ce que justement vous disiez? On faisait attention à vos paroles, mais est-ce qu'on faisait attention aussi à vos gestes, à vos... De toute façon, si on faisait attention à mes gestes, comme moi je faisais attention aux gestes des gens qui m'entouraient, c'est une équivalence parfaite. Hein. Alors Anne-Tristan, au niveau de l'école, par exemple, de la santé, tout ça, vous avez fait des observations là-bas, à Kanala. Commençons par Kanala. Bon, de toute façon, la première chose qui frappe une Française qui arrive sur place, c'est l'état de sous-développement. Ça, c'est ce qui saute au visage. Enfin, pas d'eau courante la plupart du temps. Le téléphone, ça n'existe pas. Mais enfin, c'est surtout les problèmes d'eau courante, de latrine, par exemple. Toutes ces choses-là, c'est ça qui frappe d'abord. Surtout quand on arrive d'Australie. Et puis alors en plus, quand on arrive de Nouméa, qui est une ville, bien sûr, une ville qui n'est pas une grande ville d'Europe, mais qui a un confort, quoi. On n'est pas dépaysé, mais en tribu, on l'est. Il faut apprendre à manipuler l'eau, etc. Quoi. C'est ces choses-là qui frappent d'abord. Et puis ensuite, mais ça, pour moi, personnellement, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Et c'est ça où, enfin, tout à l'heure, je disais, on a du mal à perdre ses habitudes, mais c'est dans la lenteur à comprendre les choses que ça m'a le plus frappé. Que toute tentative, par exemple pour faire une école populaire kanak, par exemple pour mettre en place une santé, une prévention de la santé, toute tentative nécessite des efforts, mais terribles. L'école populaire kanak, elle doit d'abord se tendre contre l'État français et sa politique d'éducation. Elle doit s'affirmer, enfin les pressions sont terribles. Alors les pressions, elles passent par le fait qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles populaires kanak. Donc ce sont des gens bénévoles, des gens qui essaient de se débrouiller avec ce qu'ils ont eu dans leur vie, enfin qui doivent apprendre à enseigner. Ils apprennent à enseigner non pas dans des écoles de formation comme tous les bons pédagogues qui existent en France, non, ils se débrouillent par leurs propres moyens. Donc on n'imagine jamais assez la somme de temps, le nombre de discussions, le nombre de débats entre eux que les gens doivent avoir pour affiner et porter le projet d'une école populaire. Et ça, c'est vrai pour les écoles populaires et c'est vrai pour tout. C'est même vrai pour ce qui doit être mis en place dans le cadre des accords de Matignon. Enfin, c'est une somme d'efforts terrible. Et là, je veux parler, par exemple, du congrès du FLNKS. Non pas à Kanala, mais vous y avez assisté avec Jean-Marie Djibaou. Alors qu'est-ce que ça fait de vivre ces moments qui sont quand même propres au Kanak? C'est-à-dire que, oui, il m'a été donné d'être présente aux conventions de Thio, puis de Gossana, au cours de l'été 88, c'est-à-dire les premières assemblées générales du FLNKS,
discutant des accords de Matignon. Bon, évidemment, c'est très privilégié, si vous voulez, puisque pour une Française, la vision des accords de Matignon est forcément différente de celle que peuvent en avoir les Kanaks. Et pour moi, ça a été donc extrêmement fort, si vous voulez, de voir que de toute façon, au bout du compte, quel que soit le choix, le oui ou le non dit aux accords de Matignon, les questions qui se posaient dans ces assemblées générales, c'était et l'indépendance, quand, comment, l'indépendance, quand, comment. Tout le temps, ces questions revenaient, si vous voulez, de la part de militants qui se levaient dans les salles, enfin, dans les assemblées. Et c'était la seule question. Et ensuite, la deuxième question terrible, c'est l'indépendance. À quel prix ? Si on dit non aux accords de Matignon, ça va être quoi ? Ça va être la guerre, la vraie guerre, c'est-à-dire avec des morts. Et puis les Kanaks sont 70 000 à peu près, c'est-à-dire minoritaires, et puis pas nombreux. Et puis on ne peut pas sacrifier des vies comme ça. Et puis d'abord, les vies, c'est la richesse, ça se préserve, ça ne se brade pas. Bon, alors si on dit oui aux accords de Matignon, on évite la guerre, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va être peut-être divisés. Et puis tout cet argent qui va arriver dans les tribus, comment on va éviter que ça ne divise nos rangs ? Et ces questions-là, elles pèsent lourd. Elles pèsent lourd, mais dans le cœur de chacun. C'est pas simplement des histoires de groupes de pression contre d'autres groupes de pression à l'intérieur du FLNKS ou de tendances politiques. Ce sont des questions que tous les militants qui sont engagés se posent au fond de leur cœur et qui les inquiètent. Et il faut faire des choix. Voilà. Les choix sont terribles parce que chaque homme, quand il fait un choix, peut se dire et si je me suis trompé ? Et si je m'étais trompée ? Et là, vous rapportez quelques phrases intéressantes de Jean-Marie Tjibaou que vous avez prises comme ça, ou quelques réflexions parmi les Kanaks. Est-ce que vous pouviez ramener ces phrases parce que vous viviez avec eux plus facilement que lorsqu'on est journaliste, par exemple ? Moi, personnellement, j'en ai l'impression, si vous voulez, c'est de vivre avec les gens, ça donne forcément un autre cadre aux mots que vous entendez. Ça leur donne plus de profondeur, plus de poids, enfin... Pour moi, par exemple, j'avais rencontré Jean-Marie Tjibaou en tant que journaliste quand il venait en France, ici, avant, enfin, en 1985 notamment. Et je n'ai jamais entendu ces phrases comme les phrases de Jean-Marie Tjibaou, je veux dire, comme je les ai entendues sur place. Enfin, pour moi, ça me semble une évidence, si vous voulez. Sur place, il y a une résonance et vous comprenez, vous comprenez. C'est un petit peu... vous comprenez un peu mieux, disons. En aucun cas, je ne peux dire, voilà, les Kanaks, c'est ça qu'ils pensent, si vous voulez. C'est ce que j'ai ressenti. Et bon, il y a des choses qui m'ont bouleversée, j'ai eu des changements de point de vue. Non, ça, c'est une affaire de Française. Et ce que j'ai à dire, c'est à d'autres Français. Enfin, c'est un point de vue qu'on ramène quand on voyage, quand on va à la rencontre de l'autre. C'est ça. Mais dire c'est le point de vue des Kanaks, en aucun cas, évidemment, surtout, non, pas. Alors il y a une autre situation aussi intéressante, c'est que vous trouvez parmi les Kanaks, lorsqu'il y a des visites de personnalités françaises, ministres, députés, etc. Alors là, comment ça se passe ? On se sent pas très bien. On a un peu honte. Enfin oui, un petit peu honte si vous voulez, parce que bon, ces visites officielles sont très rapides, très cadrées, et elles obéissent à des règles qui ne sont pas du tout les règles du milieu dans lequel ces visites se passent, si vous voulez. Elles ne sont pas du tout les règles Kanaks. Alors il y a il y a même pas une confrontation, il y a un frôlement de deux mondes, enfin une espèce de glissade, si vous voulez, de deux mondes l'un contre l'autre. Enfin ça, c'est mon point de vue, hein. C'est une rencontre qui n'en est pas une, si vous voulez. En même temps, c'en est une. Parce que c'est vrai, par exemple, que la visite du Premier ministre à Canala en août 1988,
a été perçu par les gens de Canala comme un moment historique, là, pour le coup. Et de fait, c'était le premier ministre de France qui venait à Canala. Mais qu'en est-il resté? Et c'est là, si vous voulez, on a l'impression que c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que ce genre de choses s'imprime peu, si vous voulez, sur le cours de l'histoire, quoi. C'est des grands mots, mais c'est la rapidité, surtout. Oui, parce que là, vous aviez justement des moments privilégiés, c'était l'après-visite, ce qui se passe après la visite. Ben, les gens, d'abord, normalement, il y a plein de réactions, elles sont toutes diverses. Il y a des jeunes filles et des jeunes gens qui s'en moquent éperdument, qui pensent que c'est qu'un blanc qui est passé, et puis alors, ça va pas changer la face du monde. Il y a des dames ou des messieurs plus âgés qui pensent que c'était très important que le Premier ministre soit pour la première fois venu à Canala. Il n'y a pas de... C'est pas brutal, enfin, il n'y a pas un bloc, une opinion qui serait l'opinion de la tribu, forcément. Donc il y a débat. Puis il y a débat, et puis finalement le débat s'estompe. C'est comme pour le référendum de novembre 1988, si vous voulez, c'est un temps fort. C'est vrai que c'est un temps fort, on va voter ou on ne va pas voter, enfin, quand on est kanak, mais on en discute un peu, et puis après les résultats tombent, notamment les résultats sur le territoire français, cette abstention massive, puis on revient à la réalité, c'est-à-dire, enfin la réalité, je veux dire, à l'un des aspects de la réalité les plus marquants, les Français s'en foutent. On est une colonie des Français, et puis les Français s'en foutent, ils s'abstiennent à je ne sais plus combien de pourcents lors d'un référendum. Est-ce que justement c'est le sentiment un peu qui prévaut parmi les Kanaks, que les Français ne sont pas très au courant de ce qui se passe chez eux, et qu'à la limite ça les concerne peu aussi? Oui, bien sûr. Enfin, une des phrases qu'on entend le plus souvent, c'est... Enfin, que moi, personnellement, j'ai entendu le plus souvent, c'est... Bon, de toute façon, vous les Français, vous vous occupez de nous quand on crève, hein, quand on meurt, quoi. Il vous faut un mort un mort ou des morts pour que vous parliez de nous. De morts violentes, bien sûr. Alors est-ce que cette réflexion, vous l'avez entendue surtout à Ouvéa? Parce que c'est impressionnant, votre visite, notamment autour de la grotte, dans la grotte à Ouvéa. Mais la mort, elle est partout, enfin... En Kanaki, à Canala, les gens ont perdu Éloi Machoro, enfin, et puis c'est tout le pays qui a perdu Éloi Machoro, et à Ouvéa la mort est présente, mais c'est toute Kanaki. Enfin, lors des conventions après la signature des accords de Matignon, et notamment, enfin bien sûr après l'assaut de la grotte, enfin après mai 88, après juin 88, dans les conventions, les gens avaient à choisir entre la guerre et de nouvelles morts, s'ajoutant aux 19 morts de la grotte. Et c'était tous les Kanaks qui se sentaient concernés. C'est pas seulement Canala ou pas seulement Ouvéa. Alors évidemment, le poids des événements à Ouvéa se faisait sentir plus fort parce qu'en plus de la mort, il y avait le silence qui s'était installé entre mai 88 et mai 89. Alors là, vous étiez à Ouvéa dans une période particulièrement importante, puisque c'est une période de tension qui va déboucher malheureusement sur encore de nouveaux affrontements entre les Kanaks. Et cette ambiance, cette tension, vous la sentiez là-bas lorsque vous étiez à Ouvéa? Oui, je l'ai senti à Ouvéa, je l'ai senti très fort en Kanaki, enfin dans l'ensemble. Si vous voulez, c'est pas simplement une divergence d'appréciation sur les accords de Matignon. Enfin, c'était ce choix dont on parlait tout à l'heure entre non aux accords de Matignon et la guerre, ou oui aux accords de Matignon, et alors que va-t-il advenir des Kanaks et de la revendication d'indépendance? C'est une question tellement forte qu'elle ne peut que susciter des tensions. Alors après, les tensions passent par des affrontements entre les gens, mais c'est lourd, c'est lourd. C'est pas simplement localisé à Ouvéa, si vous voulez. Moi, j'ai été à Ouvéa, d'accord, mais enfin, c'est pas simplement localisé à Ouvéa, en dépit de ce qui s'est passé. Alors vous avez appris justement l'assassinat de Jean-Marie Djibaou et Yewéné en arrivant en France, enfin à votre retour en France.
Et vous aviez rencontré Djumbeli Wea pendant pas mal de temps là-bas à Ouvéa. Est-ce que, à part le choc, disons, de cet affrontement, est-ce que vous pouviez le prévoir, vous, lorsque vous étiez à Ouvéa? Est-ce qu'il pouvait y avoir des signes qui annonçaient ce type d'affrontement? On ne peut pas prévoir des choses pareilles. Enfin, comment vous dire? On peut sentir de la tension très forte, mais je ne me suis jamais formulé le fait qu'il allait y avoir des morts nouvelles dans les rangs kanaks. Les tensions, oui, bien sûr, on les sentait, mais elles étaient très très fortes. Dans le débat des municipales en mars 89, la tension a existé sur tout le territoire. Elle a existé à Kanala. Bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de Poniriwan, elle existait aussi. Elle existait évidemment à Ouvéa. Et puis je voudrais dire, Djumbeli Wea, je ne l'ai rencontré pas par hasard. Enfin, les gens de la tribu de Gossana, dont font partie les Wea, ont discuté ensemble et m'ont accueilli au même titre que les gens de Kanala. Enfin, c'est-à-dire qu'avec les gens de Gossana, il y a de la même façon qu'avec les gens de Kanala, pour moi en tout cas, dans mon cœur, c'est des liens qui restent très 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 forts. Donc c'est tout. Et cet accueil qui m'a été réservé ne me permet pas de juger. Alors justement, de vous sentir un oiseau de passage, parce que vous êtes considéré même aussi comme un oiseau de passage là-bas. Le départ de Kanaki, est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été difficile pour vous de quitter Kanaki? Quand je dis oiseau de passage, c'est parce que les oiseaux de passage passent comme ça au-dessus des choses et qu'ils ne vivent pas au fond d'eux-mêmes les contradictions qu'ils survolent. Si vous voulez, moi personnellement, je n'ai pas eu à trancher cette question. Comment arriver à l'indépendance? Par quelle voie? Je l'ai côtoyée cette question, mais elle n'est pas mienne. Et c'est pour ça que je dis que je suis un oiseau de passage, parce que cette contradiction et cette question extrêmement difficile, moi j'ai pas à y répondre. Et si j'ai pas à y répondre, si vous voulez, en quoi suis-je fondée à parler? C'est ça aussi qui fait que je peux pas parler à la place des Kanaks, parce que je ne suis pas confrontée à cette question-là, et mon choix, quel que soit mon avis sur la question, ne me mettra pas en situation de vivre et de mourir, quoi. Enfin, même pas dans cette situation-là. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un oiseau de passage. Quant à savoir si ça a été dur de partir de Kanaki, oui, forcément, et alors ça se décline. Ça se décline de toutes les façons, parce que c'est dur de quitter un mouvement qui est collectif. Parce que la revendication d'indépendance, c'est quelque chose de collectif. Et de se dire qu'on va revenir dans un monde où il n'y a pas de projet collectif comme ça. C'est dur simplement parce qu'on abandonne des gens qu'on aime. Et puis c'est pas dur parce qu'il y a des tensions et qu'on a envie d'y échapper aux tensions. Enfin voilà, c'est complexe, quoi, c'est un mélange. Alors votre livre s'adresse plutôt au public français. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une influence sur l'opinion publique justement en faveur des Kanaks? Sincèrement non. Enfin, je veux dire, c'était fait pour quoi. Enfin, c'était la tentative, mais il y a 2 personnes qui me sont très chères, 2 Kanaks de Kanala qui m'ont reconduit à l'aéroport de Tontunta. Et le plus vieux d'entre eux m'a dit ah, tu vas partir, mais tu sais, tu vas rentrer chez toi, tu vas tomber sur un mur. Tu sais que tu vas tomber sur un mur. Et j'ai dit oui, je crois que je sais, mais je ne savais pas à quel point le mur était haut. Le mur de l'indifférence, si vous voulez. Le mur de l'ignorance et de l'indifférence. Et donc, un livre, un film, c'est un petit coup de marteau dans un mur. Pour l'abattre, il faut bien d'autres choses.